On a souhaité démarrer par un dialogue un peu avec des économistes, j'allais dire plutôt du logement, ou en tout cas des gens qui essayent de réfléchir sur le logement, même s'ils en sont aussi, et ils veulent en être des acteurs. Donc tu l'as dit, Pierre-François Guiffès, qui est maître de conférence à l'IEP Paris. La première fois que j'ai entendu parler de Pierre-François, c'est Jean-Pierre Levat qui m'a dit « il faut que tu rencontres Pierre-François Guiffès ». Il écrit un livre extraordinaire, s'appelle « L'âge d'or des déficits ». 40 ans de politique budgétaire où il a décrypté toutes les politiques de l'État, dont celle du logement. Et là, ce nouveau livre est plus un livre d'économiste, effectivement, et permet de se plonger dans les problématiques dont on va parler ce matin. Robin Rivaton, on a eu plusieurs occasions de se voir. Il a travaillé à la région et c'est un grand spécialiste du futur, j'allais dire, puisqu'il s'intéressait beaucoup aux robots. Il a fait un rapport assez remarqué sur ces sujets. Alors aujourd'hui, on pourrait dire que tu es un start-upper entrepreneur qui a quelques projets dans l'immobilier, notamment. On a une matinale à la Tribune qui s'appelle la matinale de la disruption. On s'intéresse beaucoup aux disrupteurs. Donc on peut dire que tu t'intéresses à la disruption. Peut-être tu seras un jour ou bientôt, tu vas peut-être nous le dire, un disrupteur. Et donc Real Estate, c'est pas seulement la PropTech, c'est la Real Estate, E-S-T-E-C-H. Qui est la nouvelle révolution de l'immobilier, et on va en parler. Alors, pour commencer, on va évidemment parler de la politique du gouvernement, mais j'avais envie de partir peut-être plus en profondeur et de réfléchir sur le logement et l'immobilier en France. Bon, il y a eu le baron Haussmann, il y a eu, on en parlait avec de l'ouvrier, il y a eu des grands acteurs du logement qui ont eu des politiques publiques extrêmement, j'allais dire, brutales. Mais qui ont transformé nos villes et qui ont transformé vraiment ce secteur. Aujourd'hui, on a l'impression, et je vais commencer peut-être avec toi, Robin, on a l'impression que le secteur de l'immobilier est un secteur immobile. Tu le dis dans ton livre, d'ailleurs, c'est un secteur où il n'y a pas de gain de productivité, ou assez peu, finalement, qui représente un poids très important dans nos économies, dans toutes les économies, mais où il n'y a pas vraiment de... il ne se passe pas grand-chose. On travaille à la fois sur l'existant. On sait, on va en parler, le choc d'offres, il n'y a pas assez de construction de logements. On a un déficit, je crois, qui est général dans tous les pays, mais dans la France, c'est particulièrement victime. Et donc, pourquoi cet immobilisme ? Je pourrais citer une autre personne qui est Alain Minc, qui avait dit, je crois ici d'ailleurs, on avait eu une réunion avec lui, que l'immobilier est peut-être le secteur sur lequel il faudrait un choc ultra-libéral, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment une libéralisation. Et je crois que c'est plutôt ta vision des choses, même si c'est un marché régulé, il faut libérer un peu les choses pour faire bouger ce secteur. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci pour votre invitation ce matin. L'idée, effectivement, que la thèse principale qu'on essaie de développer à travers l'initiative dont tu as parlé, le livre L'immobilier de demain, effectivement, part du principe que, d'une part, le secteur de l'immobilier au sens large, compris dans le financement, la construction, la gestion, tous les services associés, et l'occupation, l'usage par les différents, qu'ils soient locataires ou propriétaires occupants, représente une part de l'économie mondiale et nationale assez convergente. Et ça qui est intéressant, c'est que quand on regarde à travers l'ensemble des économies, on voit que le secteur immobilier représente entre 16 et 19%, disons, dans l'ensemble des économies développées. La raison qui tient à ça, c'est, et tu l'as dit, ça fait partie de ces caractéristiques structurantes, c'est que c'est un secteur qui s'opère beaucoup à un niveau local. Et donc quand on s'opère à un niveau local, effectivement, c'est un secteur qui est moins sujet à la concurrence. C'est un secteur auquel la rotation des actifs est beaucoup plus lente que sur d'autres marchés de biens et de services où on consomme des biens et des services beaucoup plus rapidement. L'INSEE nous dit qu'aujourd'hui, les Français, donc, dans l'ensemble des tranches de population, déménagent 4,6 fois dans leur vie. Donc ça fait quand même pas, c'est pas très très important en termes de rotation du stock. Donc tous ces facteurs et culturels et économiques font que le secteur immobilier a des caractéristiques propres qui le différencient d'autres secteurs des économies modernes et qui expliquent pourquoi aujourd'hui on a ces sujets d'impression d'immobilisme. La question des gains de productivité, on la traite souvent à travers le prisme de la construction. Quand on regarde, on fait la comparaison entre l'industrie manufacturière et l'industrie de la construction, on voit effectivement un décalage très important entre les deux. Ce décalage est lié à plusieurs choses. C'est d'une part, on construit mieux.
Donc il y a plus de normes, donc ça ralentit aussi la production et la façon de construire. Donc peut-être que les gains de productivité n'ont pas été là, mais en tout cas la qualité du produit fini a progressé. Il n'empêche qu'on peut on peut sans doute encore aller plus loin dans ce cheminement. Et aujourd'hui, la thèse qui est la nôtre à travers cette initiative, c'est de dire que effectivement le secteur immobilier a pu apparaître pour toutes ces raisons, qui sont des raisons très légitimes, comme relativement immobile, mais qu'il y a en sous-jacent aujourd'hui toute une révolution, à la fois menée par les acteurs existants, principalement par les acteurs existants, et à la fois menée par des nouveaux entrants sur ces marchés, qui vont faire en sorte de bousculer un peu ce qui était cette image un peu traditionnelle, un peu immobile. Et donc on croit beaucoup à ce changement, on croit beaucoup à ce changement d'image, et il faut faire attention aux étiquettes, parce que lorsqu'on colle à un secteur une étiquette d'immobilisme, d'improductivité, et ben après, les pouvoirs publics sont tentés effectivement d'aller chercher, d'y voir de la rente, et donc d'aller chercher des solutions qui sont en général une sorte de punition du secteur. Donc il faut faire attention à ces étiquettes qui peuvent vite coller à la semelle comme un chewing-gum, et donc essayer de les décoller. Et c'est toute l'idée de démarche qui est de faire en sorte de dire qu'il y a de l'innovation dans l'immobilier et qu'elle existe, et il faut la mettre en valeur, il faut la faire connaître. Donc à défaut d'un choc d'offres, il faudra un choc d'innovation. On va y revenir. Pierre-François, alors dans ton livre, notamment le premier chapitre, tu examines l'immobilier sous un angle et un prisme qui est peut-être différent de celui qu'on a d'habitude. C'est-à-dire, l'immobilier, c'est un besoin de base, un besoin essentiel. Tout le monde a besoin d'un toit, y compris les entreprises. Donc c'est un secteur qui est vraiment essentiel, et en même temps, on ne l'analyse pas forcément comme un objet sociétal. Et comment est-ce qu'on peut avoir une approche sociétale de l'immobilier? Quel est le statut finalement de l'immobilier dans notre société d'aujourd'hui, pour essayer de comprendre finalement les grands enjeux de ce secteur pour en produire? Je rappelle qu'il y a on dit qu'il y a un déficit d'à peu près d'1 million de logements en France, mais la réalité, c'est plutôt un problème de flux. C'est-à-dire qu'on ne construit pas assez de nouveaux logements. Et est-ce que c'est pas lié, finalement, à des raisons culturelles, sociétales? Je merci à la Tribune de m'accueillir et pour pouvoir présenter le livre qu'on a créé plusieurs, Le logement en France. Et donc tu fais référence, Philippe, au chapitre 1 du livre où effectivement on a commencé en disant que le logement c'était un fait social total. C'est une expression de Marcel Mauss. Et ma conviction profonde, et d'ailleurs pour traiter toutes les questions de logement, c'est qu'il faut à la fois respecter la dimension sociétale, mais également la dimension économique du logement. Et que l'équilibre, on trouve des systèmes durables uniquement quand on équilibre ces deux dimensions. Donc la dimension sociétale, c'est, comme tu l'as dit, le logement, besoin de base dans une société qui s'est sédentarisée depuis un certain temps maintenant. C'est la condition d'une vie digne. C'est un élément central de l'identité statutaire. Et puis il y a même des fondements éthologiques assez profonds au logement. Donc il faut vraiment respecter cette dimension. Alors il y a également, après il y a la dimension économique. La dimension économique, le logement, c'est à la fois un actif et un service. Donc il y a plusieurs marchés du logement, le marché des actifs, les produits, les constructions neuves, les appartements ou les logements qu'on cherche. Et puis c'est également un service dont le prix est le loyer. Il y a le marché des facteurs de production, le foncier, le coût du financement, les coûts de construction. Donc on a tout cet ensemble qu'il faut équilibrer. Et surtout, c'est un élément commun. C'était assez clair dans ce qu'a dit Robin à l'instant sur les 4,6 déménagements dans la vie, en moyenne dans la vie d'un ménage ou d'une personne. C'est un secteur à cycle très lent. C'est-à-dire que la construction nouvelle de logements, sur les 30 dernières années, c'est à peu près 1,1% du stock de logements. Donc les gens vivent dans 99% dans des logements existants. Et la production nouvelle annuelle ne représente que 1%. Et puis, dernière chose sur le logement, et par rapport à ce que ta citation d'Alain Minc, c'est un secteur éminemment politique. Peut-être à cause de cette dimension sociétale. Les hommes politiques, et c'est pas seulement... en France, les hommes politiques tripotent plus les choses qu'ailleurs, mais globalement, il y a toujours des très très puissantes régulations du secteur du logement partout. Il y a quand même le système très très puissant de régulation des loyers en Allemagne, un pays qu'on regarde souvent avec un certain attrait en France. Il y a le fait en Suisse, par exemple, que des restrictions considérables pour la détention d'actifs immobiliers par les non-résidents.
Donc il y a toujours beaucoup de régulation. Et donc il faut respecter, à mon avis, l'ensemble de ces dimensions pour arriver à quelque chose. Sur le déficit de logement, alors comme on est effectivement quelque chose du Grand Paris, donc certes il y a des zones où il y a un écart entre l'offre et la demande du logement, et d'une certaine manière l'échec des politiques du logement dans ces zones, c'est de ne pas avoir rééquilibré ces territoires. Il y a également, j'ai écouté ce qu'a dit Julien de Normandie sur la restitution en marche sur le logement. Il y a quand même 3 millions de logements vacants en France. Il y a 100 000 logements vacants en plus chaque année. J'ai visité, c'était une charmante commune bretonne qui s'appelle Tréguier, qui était vraiment très mignonne, dont j'ai demandé au maire son taux de vacances. Il m'a dit 16%. Donc la ville était très charmante. Donc il y a vraiment, il y a des sujets de déséquilibre, offre-demande. Et bien sûr, effectivement, il y a sans doute un équilibre à trouver entre dimension marché, dimension régulation publique du secteur du logement, avec un objectif plutôt de long terme et d'évolution progressive dans un secteur qui est quand même marqué par un taux d'investissement très important, puisque la partie investissement, uniquement dans la partie logement, c'est 6% du PIB. Donc avec quelque chose qui est assez cyclique, des périodes très basses comme au début du quinquennat de François Hollande, et puis des périodes plus allantes comme aujourd'hui depuis 2-3 ans. Alors on pourrait peut-être dire à ce stade un mot justement des politiques du logement, puisque à chaque ministre du logement, sa loi, ou ses lois, ses produits, son Duflot, son Pinel, on n'a pas encore le Mézard, mais je ne sais pas si on l'aura, parce que pour l'instant ça n'a pas l'air justement d'être la démarche. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un panorama de cette action du politique sur ces dernières années? Le Duflot, on a dit, la loi Duflot a été un élément qui a bloqué le marché de l'immobilier. Donc on l'a fait, puis on l'a défait. Aujourd'hui, on nous annonce un choc d'offres avec un certain nombre de mesures dont il serait intéressant que vous nous donniez un petit peu votre avis, l'un et l'autre, sur la pertinence de ce qui est fait, qui va dans plusieurs directions, mais dont on pourrait dire que finalement la volonté principale, celle exprimée par le président, c'est de faire baisser les prix des loyers et si possible le prix aussi de l'immobilier. De façon générale, moi je souscris totalement à, si on considère que c'est un objectif de long terme, à ce qu'a exprimé régulièrement Emmanuel Macron sur effectivement le fait que le logement est trop cher en France. Effectivement, je pense qu'un des principaux échecs du secteur du logement en France sur les 20-30 dernières années, c'est d'avoir une augmentation relativement significative, aussi bien pour le logement service, donc les loyers, que pour le prix des actifs, de la part du logement dans le budget des ménages. Et un pays comme l'Allemagne a quand même su trouver les voies et moyens pour maîtriser ça beaucoup mieux. Alors sur les politiques publiques du logement, comme toute politique publique, il y a quand même 2 axes assez classiques. Donc il y a le pouvoir normatif, l'action normative de la puissance publique, et puis le sujet des finances publiques. Alors je vais purger d'abord le sujet des finances publiques. Il y a, et on le voit quand même pas mal dans le discours LREM, vraiment la critique assez ancienne sur les 40 milliards d'argent qu'on dépense sur le logement, ce qui est vrai, ce qui est considérable. Et puis il y a une tribune un peu plus tard avec mes très bons amis du secteur HLM sur les APL qui présentent à peu près la moitié du montant. Je rappelle, c'est ce qu'on a essayé de rappeler avec mes co-auteurs dans le livre, qu'en face des dépenses significatives, il y a également énormément de recettes, puisque dans les comptes du logement, c'est 68 milliards. Et dans les calculs qu'on a fait en rajoutant tout simplement la taxe d'habitation, l'ISF et les droits de mutation sur la partie immobilière, on arrive quasiment à 88 milliards. Donc si, et ça fait un peu de provocation, si, grosso modo, il y a un des rentiers dans le secteur du logement, on peut dire d'une certaine manière que le premier rentier, c'est l'État. Et d'ailleurs, c'est normal. Je veux dire, l'État a besoin d'assiettes taxables. Et donc, une assiette immobile est quand même très taxable, comme on pouvait dire de façon très provocante il y a 20 ans que l'État était le principal proxénète de France avec le Minitel Rose et les taxes sur France Télécom. Il y a eu un impôt sur les portes et fenêtres aussi. Voilà, exactement. Donc il y a ça. Donc grosso modo, il y a un équilibre. Il y a beaucoup de dépenses publiques, mais il y a également beaucoup de prélèvements si on regarde les choses objectivement. Alors après, il y a le sujet des normes, et en France, dans ce domaine comme dans tous les autres, je pense que la régulation est inéluctable dans le secteur du logement. Bon, il y a quand même un tombereau de normes dans tous les sens. Julien de Normandie disait que le code de la construction et de l'habitation est plus gros que le code du travail ou plus gros que le code civil. Il y a une loi logement quasiment tous les 2 ans. Il va y en avoir une nouvelle en janvier-février 2018.
Il y a quasiment depuis 1986, je ne sais pas à combien, il y a de dispositifs d'investissement locatif depuis le Méniori jusqu'au Pinel, et puis que je te change ça dans tous les sens. Et donc il y a vraiment beaucoup de normes en permanence. Donc probablement l'équilibre droit au logement, droit de propriété, les normes de construction, les normes d'insalubrité et le secteur HLM qui est un secteur fondamentalement totalement administré puisque les prix sont administrés, les conditions d'attribution des logements sont administrées, les financements sont administrés, tout est administré dans un secteur qui représente à peu près presque un logement sur 5 en France aujourd'hui. Et donc il y a sans doute effectivement dans une logique assez libérale ou d'équilibre entre marché et régulation, sans doute de la simplification à faire dans ce secteur pour équilibrer les choses et peut-être sortir effectivement des normes tout le temps, parce que ce qui est quand même un travers un peu national. Alors Robin, sur ce sujet peut-être des normes, tu parles dans ton livre d'un choc d'innovation. Je recommande la lecture des 2 livres. Et dans le livre de Robin, moi j'ai retrouvé une enquête extraordinaire sur toutes ces innovations, matériaux, en matière également le rôle du numérique, etc. Et ce que tu dis, en gros, tu es assez optimiste sur le choc d'offres, dans la logique où toutes ces innovations pourraient réintroduire des gains de productivité et justement permettre de faire baisser les prix, ce qui semble être l'un des objectifs souhaités. Juste avant, on parlait pour revenir sur la partie normative et sur la politique générale du logement. Alors effectivement, les dispositifs ont varié, il y a beaucoup de choses. Chaque ministre a voulu laisser son nom dans l'histoire, de bonne ou de mauvaise façon, mais en tout cas, il y en a certains qui ont réussi. L'idée qu'il y a quand même derrière, ça a été quand même d'aider les Français à constituer du patrimoine immobilier, à la fois sur du locatif, avec quand même tout cet ensemble de niches, à la fois aussi sur de l'occupant. On a quand même un pays qui a mis en place à un moment la déductibilité des intérêts d'emprunt, ce que font les États-Unis de manière massive, mais il n'y a pas d'autres systèmes meilleurs pour inciter les gens à devenir propriétaires de leurs biens que la déductibilité des intérêts d'emprunt. On s'est rendu compte assez rapidement que ça avait un coût monstrueux pour les finances publiques, et on l'a progressivement baissé entre 2007 et 2008. Il n'empêche que la politique publique est imprégnée de cette idée qu'il faut rendre les Français propriétaires, qu'il faut que le parc locatif, je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas le parc locatif a été éparpillé façon Pulse entre l'ensemble des petits propriétaires, ce qui a empêché des gains de productivité par des grands possesseurs de propriétés immobilières. Et en plus, le droit immobilier, notamment le rapport de force entre le propriétaire et le locataire, est tellement dans un sens disproportionné en faveur du locataire, mais pas pour assurer sa protection. On parlait de l'Allemagne. L'Allemagne a un droit qui est très favorable aux locataires à condition qu'ils payent, sauf qu'en France, on a un droit favorable à la personne, y compris quand ils ne payent pas. Donc c'est quand même embêtant. Et donc ça a empêché la concentration d'acteurs. Et l'un des freins principaux aujourd'hui à ce qu'on ait des gains de productivité, à ce qu'on ait ce choc d'offres et d'innovation, c'est quand même qu'il y ait des grands acteurs. C'est-à-dire que dans aucune industrie, on parlait de la construction, une partie de l'explication de la faiblesse des gains de productivité dans la construction provient de la multiplicité et de l'éparpillement entre des acteurs qui sont très consciencieux, qui font très bien leur travail, mais qui sont totalement éparpillés, donc à partir desquels il est très dur de retrouver les mécanismes qu'on a pu mettre en place dans l'industrie, avec la coordination des tâches, avec la standardisation d'un certain nombre de process, avec l'adaptation non pas à la taille de l'entreprise, mais à l'objet sur lequel on travaille, et ainsi de suite. Donc tout ce travail-là ne peut pas être mené du fait de l'éparpillement. Et aujourd'hui, la politique publique française en matière de logement conduit à l'éparpillement du parc, et l'éparpillement du parc conduit au fait qu'il ne peut pas être bien géré. Je prends l'exemple de l'Allemagne une dernière fois, mais l'Allemagne a quand même des foncières résidentielles extrêmement puissantes, qui arrivent à faire des gains de productivité extrêmement importants, et qui ont un rapport de force plutôt, avec leurs locataires. Les locataires peuvent rester dans le bien tant qu'ils payent leur dû. Je termine là-dessus. Et sur la partie choc d'innovation, effectivement, on a aujourd'hui des outils numériques face auxquels le secteur immobilier est resté assez étanche. On ne parle pas d'intelligence artificielle, de machine learning et d'autres mots très à la mode ou très compliqués. Simplement, l'utilisation d'outils numériques à l'intérieur des sociétés et dans le rapport avec ses clients permettent aujourd'hui d'envisager des gains de productivité assez importants. Donc, on a vu surgir tout un ensemble de plateformes bifaces qui mettent en relation des offreurs et des demandeurs dans plein de métiers. Alors, pour tout vous dire, on tenait hier notre événement, donc on a vu une plateforme biface sur les diagnostiqueurs, on a vu une plateforme biface sur les architectes, on a vu une plateforme biface sur tout un ensemble de professions, mais rien qu'une plateforme qui permet de
choisir l'horaire à laquelle un professionnel se rend chez un particulier pour faire une opération, c'est en soi des gains de productivité relativement importants par rapport à quelque chose qui pouvait ne pas être fait ou ne pas être fait dans les délais. Je pense au diagnostic par exemple, des diagnostics pas faits dans les temps. Alors on sait que les ventes sont toujours guidées par l'urgence, mais pas fait dans les temps, ça peut relativement faire perdre du temps. Ce temps, c'est des gains de productivité en moins. Donc tout cet ensemble de technologies déjà éprouvées, déjà existantes, vont changer profondément la phase de l'immobilier. Sur la partie construction, sans reprendre les mots à la mode, mais bon, entre le BIM, la captation des données par des outils tels que les drones, la façon de travailler aujourd'hui avec des nouveaux matériaux, avec des matériaux qui peuvent, des produits qui peuvent être mis soit en préfabriqué, soit hors du site pur de l'immeuble, mais apporté ensuite sur le site de l'immeuble, on a quand même des choses assez gigantesques l'impression 3D aussi. L'impression 3D, effectivement, tout ça s'offre à nous et sont des choses qui ont des réelles potentialités dans les prochaines années. Donc il y a tout un ensemble de technologies qui existent, mais encore une fois, en économie, la technologie ne suffit pas seule. Il faut des entreprises qui les saisissent et qui les créent des nouveaux produits. Ces entreprises, les acteurs existants, on a déjà dit qu'ils étaient là, qui sont en train de s'en saisir un peu. Il faut que les nouveaux arrivants sur le marché aient du financement pour pouvoir assembler ces briques technologiques. Et il faut ensuite que le gouvernement et l'ensemble des normes ne soient pas des freins. Et aujourd'hui, on a tout un ensemble de freins qui existent, avec une loi sur les services immobiliers, qui est la loi Hoguet, qui date et qui n'a pas été remise à jour du tout, avec des lois sur la gestion de la copropriété, qui sont des lois extrêmement complexes, où on vit dans un monde d'ultra complexité de la gestion de la copropriété, qui au final ne font que le bonheur des intermédiaires, mais ne servent pas à réellement améliorer la gestion de la copropriété. Donc on est arrivé à tout un ensemble de normes et on continue sur la construction, sur les services. Et aujourd'hui, ces normes empêchent ces nouvelles entreprises ou les entreprises existantes d'utiliser des solutions technologiques éprouvées pour créer de nouveaux biens et services moins chers au bénéfice du consommateur. Pierre-François. Juste sur l'innovation, c'est vraiment très complet dans le livre de Vincent Pavanello et Robin. Moi, je considère que le secteur immobilier est assez en retard, mais quand même en phase de rattrapage rapide. Alors, si on regarde l'innovation un peu incrémentale, une façon, je regardais les sujets d'assez près. On a fondé une commission numérique à la Fédération des ESH. Regardons ce qui se passe dans le secteur des télécoms, regardons ce qui s'est passé dans le secteur des télécoms, ce qui s'est passé dans le secteur du commerce en ligne, ce qui s'est passé dans le commerce industriel et ce qui s'est passé dans un peu l'industrie financière, et appliquons-le au secteur immobilier. Qu'est-ce que c'est que le BIM ? Sinon, fondamentalement, ce qui a été fait avec Katia dans l'industrie aéronautique ou l'industrie automobile il y a 20 ou 30 ans. Donc, l'utilisation des données dans le commerce en ligne ou les télécoms qu'on commence à faire dans le secteur immobilier. Après, il y a le sujet de l'innovation disruptive avec des acteurs comme Open Door, qui a complètement disrupté le métier de marchand de biens aux États-Unis, ou quasiment l'apparition de plateformes genre Se Loger et Le Bon Coin, qui ont quand même que les agents, les intermédiaires immobiliers ont senti passer. Juste sur le point précédent, juste un point sur, moi je qualifierais les idéologies politiques en matière de logement, pour compléter ce qu'a dit Robin. Moi, j'en vois trois, puis il y a celle qui est un peu nouvelle, portée par Emmanuel Macron. Alors, il y a une idéologie de gauche, une idéologie de droite et une idéologie keynésienne, et puis l'idéologie Macron. L'idéologie de gauche, elle a été comme portée incarnée historiquement par Cécile Duflot, c'est les propriétaires privés sont des méchants et les intermédiaires également. Voilà, donc il faut avoir des dispositifs punitifs, les locataires sont gentils, donc on va vers le durcissement permanent des règles. Le locataire, on ne peut jamais l'expulser. Effectivement, ce qu'a dit Robin est tout à fait exact sur le fait que les protections du bon locataire sont infiniment plus puissantes en aval qu'elles ne sont en France, puisqu'il a de facto un droit à maintien dans les lieux, il peut mettre son bail dans sa succession. Alors qu'un bon locataire en France, un congé pour vente, on peut s'en débarrasser, même s'il était absolument parfait pendant les 15 années précédentes. Après, il y a l'idéologie que Robin a citée, qui était assez portée historiquement pour moi par Nicolas Sarkozy en 2007, c'est une France de propriétaires. Et en fait, il y a un mot muet quand Nicolas Sarkozy disait une France de propriétaires, c'est une France de propriétaires occupants. Donc c'est pas la propriété de l'actif logement, c'est d'être propriétaire occupant, ce qui a quand même beaucoup d'effets pervers, notamment en matière de mobilité. Après, il y a l'idéologie que je qualifierais de keynésienne, portée quand même pas mal par la Fédération française du bâtiment, un peu la FPI. Je la décris comme ça,
cette idéologie, c'est la bétonneuse qui tourne en fait. Il faut produire des logements parce que c'est bien pour l'économie, les territoires. Et puis effectivement, l'idéologie que porte Emmanuel Macron, c'est je pense qu'il n'y avait pas tellement ça avant. C'est effectivement le logement est trop cher, il faut faire un certain nombre de changements, brutaux, pas brutaux, pour que la part du logement diminue dans l'économie, avec souvent d'ailleurs, pour beaucoup dans les exécutifs en matière de logement, beaucoup de références à l'Allemagne. Donc Cécile Duflot avait pris les miroirs des loyers. Et puis j'ai l'impression chez Emmanuel Macron beaucoup avec cette idée de mobilité du travail. C'est-à-dire que son principal sujet, c'est le chômage. Absolument. Il dit il faut utiliser tous les leviers. Le logement, c'est un des leviers, parce que si on a un logement qui est visqueux, finalement, on ne peut pas résoudre le problème de l'emploi. Et on l'a bien vu quand il a dit vous avez du travail à 50 km ou à 150 km. Typiquement, aux gens de BMS. Typiquement, dans la consultation En Marche sur le logement qui est sorti hier, il y a eu un débat sur... Alors, des fois, il y a des trucs quand même assez dirigistes, puisque 78% des gens qui ont participé sont assez favorables au contrôle des loyers. Enfin, donc, c'est le choc libéral, peut-être attendra un peu là-dessus. Mais par exemple, il y a quelque chose sur les droits de mutation, en disant il y a un point très important sur la mobilité, une volonté de baisser les droits de mutation. Et dans la note que j'avais fait pour Fondapol, nous, j'avais proposé... si on ubérise les notaires, ça peut se faire. Non, mais les droits de mutation, c'est quand même essentiellement des taxes pour l'État. Enfin, les notaires en prennent un petit morceau, mais l'État en prend quand même un gros bout, et c'est quand même ça. Et donc, par exemple, vous pourrez imaginer des systèmes dans lesquels, quand vous changez régulièrement de domicile, dans le cadre d'une mobilité patrimoniale, vous payez moins de droits de mutation que si vous êtes resté 10 ou 15 ans dans le même logement. On peut imaginer des systèmes comme ça pour favoriser le logement. Moi, je suis de toute façon assez favorable de dire que le logement, c'est pas une fin en soi. Le secteur de l'immobilier, comme un secteur un peu nombriliste, je veux dire assez protégé, comme avant les disruptions dont a parlé Robin. Et donc, globalement, il faut le mettre au service d'objectifs sociétaux supérieurs, la mobilité patrimoniale, professionnelle, le bien-être, des tas de choses qu'on peut imaginer, l'emploi, la formation professionnelle, etc., etc., etc. Robin, sur ce statut du logement, d'ailleurs, tu en parles, vous en parlez tous les deux, mais tu en parles dans ton livre sur cette image de la rente. L'immobilier, c'est de la rente. Est-ce que la fiscalité, même sous Macron, ne la maintient pas? Je m'explique. L'ISF va donc devenir un impôt seulement sur l'immobilier. Donc pourquoi faire une différence entre deux classes d'actifs? Si on considérait que l'immobilier, c'est quelque chose de mobile, c'est donc une valeur mobilière, j'allais dire, pratiquement. C'est peut-être provocateur de le dire, mais est-ce que les valeurs immobilières ne sont pas des valeurs mobilières? Même chose sur la flat tax. La flat tax ne s'applique pas aux revenus locatifs. Donc en matière de choc d'offre, il y a encore du travail, notamment fiscal. C'est ce que je disais au préalable, c'est que l'image a fini par pénétrer les consciences des politiques, et puis cette image de la rente, et on a sous-titré notre livre « Des rentiers aux entrepreneurs » pour décrire la mutation aussi, et pour montrer que le secteur n'était pas fait que de rentiers, justement, qui comprenait beaucoup d'entrepreneurs qui dirigeaient des entreprises et qui cherchaient justement à améliorer les biens et les services qu'ils produisaient en les vendant à des coûts moindres. Mais cette image de la rente a largement pénétré les esprits. Je pense qu'aujourd'hui, elle est, quand on discute avec un certain nombre d'entre eux, je pense qu'ils l'ont vraiment attaché au corps. Et il faut réussir à la décoller. Il faut réussir à la décoller progressivement. Et comme je l'ai dit, les ingrédients pour montrer que aujourd'hui, dans ce bouillonnement technologique qui existe, et encore une fois, ces briques technologiques existent, donc c'est pas des choses dont on attend qu'elles soient éprouvées. C'est-à-dire que tous les secteurs avant l'ont fait. Je suis désolé, mais vous avez l'impression que je suis monomaniaque, mais c'est la question des rendez-vous. Les rendez-vous en ligne, même les médecins ont réussi à le mettre. Vous allez sur Doctolib, on arrive à avoir des rendez-vous en ligne chez les médecins qui ont quand même une activité qui, pour le coup, est moins prévisible que celle de la visite d'un appartement. Pour le coup, ils ont quand même réussi. Donc, il y a des outils qui sont existants ailleurs qu'on peut, je pense, déployer avec succès dans le... Faire un mythique des artisans, c'est ça, en fait. Pourquoi pas, mais ça existe déjà. Il y a de très belles plateformes qui sont lancées sur ce segment-là. En tout cas, il y a la potentialité de faire ça. Les deux conditions, c'est d'une part qu'il y ait du financement pour ces entreprises, et l'autre condition, c'est qu'il y ait quand même si derrière on chasse le secteur immobilier, ces entreprises-là ne trouveront pas de financement, parce que personne ne voudra financer ces entreprises qui opèrent sur un secteur qui est considéré comme un secteur de rentier, qui est surfiscalisé. Et le deuxième point, c'est la question, encore une fois, des normes, qui est
qui aujourd'hui est un point assez bloquant dans cet exercice. Donc il faut réussir à faire changer cette image du secteur si on veut éviter des taxations qui soient trop vues comme punitives, parce que là aujourd'hui effectivement il y a ce sentiment de la punition et de croire qu'on va contraindre la et double peine même que les prix vont baisser naturellement, en niant aussi des effets quand même, on peut pas ne pas passer là-dessus, des effets de géographie, d'économie et de géographie qui font que l'Allemagne aujourd'hui a une structure à l'échelle du monde en termes de paysage urbain très différente du reste du monde. La plupart des grands pays aujourd'hui économiques sont macrocéphaux, donc avec une grande métropole ou 3-4 grandes métropoles qui attirent absolument l'ensemble du pays. Donc aux États-Unis, vous avez 3 ou 4 grandes zones. Au Royaume-Uni, il y a une ville qui est Londres. Vous allez en Espagne, il y a 2 villes, mais bon, c'est plus par le fruit du hasard et peut-être pas pour très longtemps, malheureusement. Donc vous allez en Italie, vous avez le poids de la zone nord et de ces 2 villes qui excèdent l'ensemble du pays. Et donc, la structure économique aujourd'hui, le tissu économique et les dynamiques économiques telles qu'elles sont attirent la richesse, les talents dans des zones géographiques données. L'Allemagne a une différence par rapport à ça, c'est qu'elle a eu un modèle ensuite à la Seconde Guerre mondiale, dans lequel on a reconstruit les capitales régionales. Je rappelle que l'Allemagne, avant la Seconde Guerre mondiale, le poids de Berlin dans l'économie allemande était très large, était aussi identique à ce qu'il est aujourd'hui sur des zones macrocéphales comme le sont Paris ou Londres. Donc on a un schéma qu'on peut comparer avec une certaine limite à l'Allemagne, et le fait que la population soit mieux répartie, que l'activité économique soit éclatée entre 5 ou 6 grandes capitales régionales, on l'a pas autant que ça en France, donc forcément sur la zone strictement parisienne, les prix sont un peu plus élevés que. Ça progresse avec le TGV, les Bordelais qui disent Paris-Go, rentrez chez vous. Pierre-François, sur volet, et puis je voulais t'interroger sur une autre question. Sur la particularité parisienne, c'est quand même une zone qui a plutôt perdu de la population. Hein. C'est vrai, oui, Paris-Go, rentrez chez vous. De 19 à 16% de la population. Il y a des points particuliers. Je rappelle, à ma connaissance, que les prix du logement sont moins chers à Berlin qu'à Toulouse, aujourd'hui. Donc, il y a l'effet réticulaire allemand. Sur effectivement la rente, je pense que l'Allemagne, parce qu'il y a quand même un focus assez allemand, moi je suis très intéressé quand même par le système allemand. Le faible prix de l'immobilier est un avantage compétitif majeur pour l'économie allemande. Quand vous avez des prix de l'immobilier qui sont faibles, c'est quand même beaucoup plus facile à faire passer de la modération salariale que dans des pays où les prix de l'immobilier ont fortement augmenté en France. Vonovia, le méga opérateur allemand, gère certains logements, puisque c'est des anciens logements sociaux, à 3 € du mètre carré, en fait. En étant rentable, en étant la principale foncière résidentielle côté allemande. Donc il y a des choses à reprendre. Et sur la rente, il y a des tas de secteurs de rente dans tous les sens dans le secteur du logement. Il y a quand même quelque chose en face, c'est qu'il y a la partie risque et investissement sur le logement. Donc le secteur immobilier, c'est un secteur qui est fortement capitalistique. Les investissements annuels représentent 57% des loyers. Et donc c'est toujours d'ailleurs assez dangereux d'avoir un discours, Cécile Duflot l'a un peu payé à ses dépens, c'est-à-dire d'avoir un discours assez angoissant, anxiogène, puisque la réaction des opérateurs, c'est acteurs privés ou acteurs publics comme les acteurs sociaux, c'est un peu ce que font ce dont menacent les acteurs HLM actuellement, c'est de lever le crayon et d'arrêter l'investissement, et après c'est pas bon pour la croissance, c'est pas bon pour le secteur du bâtiment, etc., etc., etc. Absolument, on en parlera tout à l'heure. Dernier point, parce que tu évoques ce sujet de l'actif et que parle le logement, c'est-à-dire comment réconcilier la mobilité, la propriété et l'emploi. C'est une idée que... Oui, c'est dans la note Fondapol que j'ai fait au début de l'année. En fait, moi je considère que la propriété du logement doit être principalement privée. C'est le cas en France actuellement, puisqu'à peu près 82% de la propriété logement est privée. Il y a le parc HLM qui fait 18%, qui est déjà très important, et on ne peut pas... Mais je considère par contre qu'il y a des biais à la détention de la résidence principale. Alors déjà, les gens oublient la valeur de leurs actifs. Donc typiquement, Villogia me dit que dans le Nord, les transactions moyennes dans un secteur de Maubeuge pour les achats d'actifs, c'est 40 000 €. Les actifs valent 40 000 €, donc les gens perdent la valeur des actifs.
Il y a même des maisons à 1 euro. Là, exactement. Et ce que j'ai proposé avec l'idée d'activer par logement, c'est de dire que chaque Français, plutôt qu'avoir... la résidence principale en France, elle a l'avantage d'être quasiment une niche fiscale et d'être très stable. Et donc ce que j'ai proposé, c'est donner à tous les ménages français, pour l'équivalent d'un lot de logement, les avantages fiscaux de la résidence principale, qu'ils soient propriétaires occupants de leur résidence ou qu'ils soient propriétaires bailleurs de cette résidence. Donc c'est typiquement exonération de plus-value, exonération de revenus fonciers. Les 2 cas d'usage, c'est un jeune qui est tout simplement totalement incapable d'acheter un logement aujourd'hui, par exemple à Paris. Au moins, il pourra acheter un petit lot locatif, on pourra le coupler avec un dispositif de pierre-papier pour globalement se constituer un apport avant d'acheter sa résidence principale. Et l'autre cas, c'est les gens dont le logement, qui sont propriétaires occupants, dont le logement n'est plus adapté à leur situation parce que leur ménage a changé de structure, parce qu'ils ont une opportunité professionnelle ailleurs. Et j'ai des cas assez concrets, des collaborateurs auxquels c'est arrivé, qui restent dans un logement qui est plus adapté parce que s'ils le quittent, ils perdent les avantages attachés à la résidence principale. Donc ça avait un système qu'on a plus en Allemagne avec des gens qui sont à la fois locataires d'un côté et propriétaires bailleurs de l'autre, parce que le logement, dans un pays où on a quand même une confiance mesurée dans l'avenir des systèmes de retraite, les gens épannent dans la pierre, et ça correspond d'ailleurs à le fondement culturel agraire de la France, mais en tout cas, il y a une confiance dans la pierre, il y a un attachement culturel à la pierre qu'il faut également respecter. Absolument. Robin, pour conclure sur ce point, et notamment les primo-accédants, les jeunes qui sont quand même de plus en plus écartés du fait de ces prix élevés, est-ce qu'il y a des solutions ? Ce qu'on a vu, surtout ce qui est intéressant pour m'inscrire dans ce qui vient d'être dit par Pierre-François, c'est que, en fait, contrairement à la logique qui voudrait qu'il n'y ait plus d'envie de propriété dans le logement notamment, c'est pas ce qu'on observe. Aujourd'hui, les moins de 35 ans sont les premiers acheteurs sur le marché américain en termes de logement, pas en valeur, mais en volume en tout cas. Et donc il y a une vraie volonté de la propriété, mais il y a un rapport beaucoup plus distancié à la propriété, comme l'expression je prends souvent, c'est qu'il n'y aura plus de maison d'enfants. C'est-à-dire que la question, c'est que les gens sont beaucoup plus détachés du bien dont ils sont propriétaires, mais ils ne sont pas forcément occupants. Ils sont capables de le prêter, de le louer, de faire rentrer des tiers à l'intérieur, Airbnb, et donc d'avoir etc. un rapport plus détaché à la possession de l'objet, un peu comme la voiture, propriété. Quoi, finalement. On Comme va la vers voiture. l'usage du logement. Et un Une usage révolution des usages. Un usage, mais qui reste dans le cadre de la propriété. Et c'est exactement le même cas sur la voiture. On voit qu'il y a eu des effets de rattrapage sur la propriété des voitures aujourd'hui aux États-Unis qui font que les tranches d'âge des millennials, donc des moins de 35 ans, ont autant de taux d'équipement de voiture que les générations précédentes. Et on pense que ce sera exactement la même chose sur le logement, mais avec des différences d'usage beaucoup plus fortes, dont notamment des gens qui ne sont pas propriétaires occupants. Bien, beaucoup de révolutions pour l'immobilier de demain. Je crois que ça faisait une introduction tout à fait percutante et intéressante. Merci à tous les deux.